Je vais pas mélanger l'énergie tech, l'énergie tech. Puis, Ouais. fait que je vais me retenir, je vais me retenir. Fait que Louis-Éric, tu me dis quand tu parles enregistrement, puis parfait. Ben bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette soirée de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles édition 2024, organisée conjointement entre la ville de Val-d'Or et le carrefour de la vallée de l'Or. Donc, dans le cadre de cette SQRI 2024, il y a plusieurs activités qui sont proposées, dont cette activité aujourd'hui qui est ce soir, qui est le 5 à 7 d'accueil. J'allais dire 5 à 7 d'accueil des nouveaux arrivants. Je suis tellement rendu, genre comme habitué. C'est la semaine prochaine. Le 5 à 7 d'accueil des nouveaux arrivants, c'est la semaine prochaine. Ça va être le 12 novembre 2024 et ça va se passer au même endroit parce que ça se passe à la bibliothèque de Val-d'Or. Non, là, ce soir, nous nous retrouvons pour le 5 à 7 Démystifions l'immigration. L'objectif de ce 5 à 7, c'est d'offrir au public une occasion de discuter d'immigration de manière très, très casual, très tranquille, mais avec un expert quand même, avec une personne qui s'y connaît dans la question de l'immigration. Fait un petit peu, tout petit peu. Avant de commencer, je vais tout de suite positionner comment est-ce que moi je vais parler. Étant moi-même issu de l'immigration et travaillant à la ville. Fait que je m'appelle Arwan Boulanger, je suis agent de liaison pour la communauté, pour la ville de Val-d'Or, sur les questions d'immigration et de famille. Puis ce soir, je tiens à te dire que si j'ai des propos, ce ne sont pas les propos de la municipalité. Je dédouane tout de suite ce positionnement-là, parce que nécessairement qu'en tant qu'immigrant, on va rentrer dans des questions qui vont peut-être être plus loin. Fait que je veux bien dire que ce n'est pas le positionnement de la ville par rapport à l'immigration, qu'est-ce qui va être dit ce soir, mais plus un échange avec des opinions. Fait que je vais laisser mon invité se présenter. Fait que mon invité, c'est Christian Do. Bonjour, Christian. Bonjour. Il y a du monde que je revois après la conférence de ce matin. Oui. Donc moi, je suis Christian Do. Je suis juriste de formation, économiste et directeur de Leader avec qui il y a une entente avec la ville pour pouvoir m'avoir ici cet après-midi. Et ça va maintenant faire 6 ans, depuis que je suis installé au Québec, que je travaille sur les questions d'immigration, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler avec les collectivités locales, à savoir donc les municipalités et les MRC. Et c'est ce qui donc m'a mené à être en contact avec Erwan. Et je suis très ravi d'être là cet après-midi pour pouvoir en parler avec vous. Fait que, merci Christian d'être là. C'est vraiment fin que tu t'es déplacé de Montréal pour venir jusqu'ici, à Val-d'Or. Je trouve que ce serait important pour commencer un peu qu'on fasse un de quoi on parle quand on parle d'immigration, parce que l'immigration, c'est un sujet très compliqué, qui a beaucoup de nuances. Fait que, prenons par exemple, pour commencer, c'est quoi un immigrant? Ouais, donc c'est ça. Tu vois vers quoi je t'envoie? Oui, effectivement. Oui, quand on dit c'est quoi un immigrant, moi personnellement, je ne regarde pas la personne immigrante comme une personne lambda la regarderait. Je pars de la définition donc juridique d'un immigrant. Donc un immigrant, c'est quelqu'un, on va le faire comme je fais avec les jeunes dans les écoles. Un immigrant, c'est quelqu'un qui est né ailleurs, qui avait la citoyenneté d'ailleurs, ou bien qui l'a toujours, et qui vient s'installer au Québec. Donc voilà les 3 caractéristiques d'une personne immigrante. Il faut qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle ait la citoyenneté d'ailleurs, et qu'elle vienne s'installer ici. Le dernier point est très important parce qu'un immigrant, ce n'est pas quelqu'un qui vient simplement rester un petit temps et s'en aller. C'est quelqu'un qui vient s'installer. Donc, toutes les personnes qu'on appelle immigrantes, mais qui ne sont pas là pour s'installer, n'en sont pas. Je vais prendre l'exemple des étudiants qui viennent ici non pas pour s'installer au Québec, mais pour étudier. Je fais référence aux travailleurs étrangers temporaires. Comme leur nom l'indique, ils sont temporaires. Ils viennent donc pour un petit temps et ensuite rentrer. Ils ne sont donc pas, par définition, considérés comme des immigrants. Les immigrants, ce sont seulement ceux qui viennent ici pour s'installer. Et les seuls donc qui viennent ici pour s'installer, ce sont les résidents permanents. Donc un immigrant, c'est un résident permanent. Le reste, ce sont des résidents temporaires qui ont vocation
après leur séjour temporaire, à retourner dans leur pays pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Merci. Ben, d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans ce sujet, ça représente... C'est quoi la proportion d'immigrants, si on en reste sur cette définition-là, dans la population québécoise? Puis... Alors, si je prends en considération le dernier recensement de la population fait par Statistique Canada, les immigrants, selon la définition que j'ai donnée, c'est 14,6% de la population québécoise. Environ 1 210 660 personnes, si j'essaie de le faire de mémoire. Donc, c'est ça les immigrants ici. Donc, au regard de la définition, ce 1 210 000 personnes n'inclut pas les temporaires. Puisqu'ils ne sont pas considérés comme immigrants, ils n'entrent pas dans la statistique des personnes immigrantes. Donc voilà ce qu'il en est. D'ailleurs, je trouve qu'il serait important aussi de définir un peu qu'est-ce qui est résident temporaire, parce que il y a une diversité de statuts. Je ne te propose pas de faire la liste de l'entièreté des programmes qui existent en immigration, mais plus de cerner un peu c'est quoi les différences qu'on a là-dedans, parce qu'il y a vraiment une grosse diversité de statuts. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, les immigrants, statutairement, par définition, ce sont les permanents, et les temporaires, ce sont par exemple les étudiants. Donc, un étudiant, c'est un immigrant temporaire. Ce qu'on appelle des travailleurs étrangers temporaires, ce sont donc des immigrants temporaires. Et parmi ces travailleurs étrangers temporaires-là, il y a différentes catégories. Il y a la catégorie, par exemple, de ceux qui sont aujourd'hui au Québec travailleurs agricoles saisonniers. Ce sont des temporaires, mais ce ne sont pas des temporaires comme les autres travailleurs, parce qu'eux, ils entrent dans un programme spécifique, qui est celui du programme des travailleurs agricoles saisonniers, tandis qu'il y en a d'autres qui viennent ici avec un PVT, un programme vacances-travail, qui sont aussi des temporaires. Il y en a qui viennent ici dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Oui. On aurait pu donner un autre nom, mais c'est ça le programme. Donc, il y a le haut salaire, bas salaire. Donc, autant de programmes dans lesquels il y a des temporaires. Il y en a d'autres. On estime à peu près 80 programmes d'immigration, dont de nombreux, enfin un peu plus d'ailleurs, de nombreux programmes temporaires. Puis, pour aller plus loin là-dedans, dépendamment du statut temporaire, on n'a pas les mêmes droits nécessairement. C'est ça, oui. Et donc, ça fait qu'on a une grosse disparité de personnes sur notre territoire avec des droits et des accès différents. Puis, est-ce que ça amène une forme de précarité? Est-ce que ça amène des difficultés de ce côté-là? Oui, parce que comme je l'expliquais au préalable, un temporaire n'a pas vocation à rester au Québec, par définition. Donc, dès lors qu'il n'a pas vocation à rester au Québec, mais qu'il a l'intention de rester au Québec, il se pourrait qu'il soit précarisé parce que son statut n'est pas le bon. Ouais. D'accord? Donc, il n'aura pas accès à certains droits que les temporaires, que les permanents ont, par exemple. Donc, du fait qu'il n'ait pas accès à ces droits-là, il est précarisé. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui, au Québec, sont arrivées ici avec un permis de travail appelé fermé, n'ont pas accès, par exemple, à l'assurance chômage. Quand bien même elles ont travaillé, elles n'y ont pas accès. Donc, j'arrive au Québec, j'ai un permis de travail, je travaille, je cotise donc comme n'importe quel salarié. Si je perds mon emploi, je ne pourrai pas me retourner vers Service Québec et demander à ce que je puisse avoir une assurance pendant que je recherche un emploi. Donc, pour moi, c'est précarisant. Pourtant, je suis un travailleur comme n'importe lequel, d'accord? Mais du fait de mon statut, je n'ai pas accès à cette ressource qui pourrait m'aider en attendant que je trouve un nouvel emploi. Et ça se justifie du point de vue de DSC, donc Emploi Développement Social Canada, ça se justifie. Pour pouvoir avoir accès à l'assurance emploi, il faut être disponible sur le marché du travail.
D'accord? Donc, il faut être employable, on va dire, à la minute où l'on perd son ancien emploi. Or, Vu qu'ils sont une dépendants. personne avec un permis fermé n'est pas employable à la minute où elle perd son ancien emploi. Il faut d'abord faire des démarches, donc elle n'est pas disponible. Et comme elle est indisponible, quand bien même elle a cotisé, elle n'a pas accès à l'assurance chômage. Cependant, durant la pandémie, c'est beaucoup arrivé. Il y a eu une permission euh, qui a fait en sorte que les personnes, même avec un permis de travail fermé, ont eu accès à l'assurance emploi. Donc, de temps en temps, il y a des gens Ouais. qui passent par les filets. C'est une technicalité vraiment de la situation C'est qui ça. a eu lieu avec la C'est pandémie. ça. Mais tout ça pour dire qu'au regard de mon statut de temporaire, je n'ai pas certains droits. Ouais. Donc, et ça peut donc me précariser. Autant je dis que les TET avec un permis fermé n'ont pas accès à l'assurance emploi, ils ont quand même accès à la RAMQ, mais à contrario, les personnes avec un permis de travail ouvert, qui eux, pour le coup, ont accès, si jamais ils perdent leur emploi, à l'assurance emploi, n'ont pas accès à la RAMQ. Donc voilà. Et Donc c'est autant de choses. Ouais. Bah, Voilà. Après, il faut voir au Ouais. cas par cas. Il ne faut pas trop généraliser, mais c'est un peu ça. Ce que je voulais là montrer, c'est juste avec cette discussion, c'est juste que premièrement, c'est très technique, Mhm. que ça dépend vraiment du statut de la personne, puis que, comme tu l'as dit, il y a 80 programmes. Un peu plus. Un peu plus. Voilà, souvent ça apparaît et ça disparaît, mais Ah oui, parce qu'en plus, il y a des programmes pilotes des fois qui effectivement, apparaissent. Il y a vraiment une effectivement. dynamique là-dedans Mhm. dans les programmes C'est ça. d'immigration. On essaye, ça marche, on continue, ça marche pas, on enlève. Bon, voilà, Ouais. c'est. Puis avec beaucoup de programmes qui sont dus à des situations parce que une des raisons même des résidents temporaires, c'est pour pallier à un besoin momentané. Mhm, C'est pallier aux besoins de main-d'œuvre principalement que Mhm. ces programmes temporaires-là existent. mhm. Et donc, c'est nécessairement inscrit dans le temps, encore plus parce que c'est de l'immigration temporaire, mais Mhm. dans la notion même de ces programmes-là, ils ne sont pas nécessairement faits pour durer sur le long terme. C'est ça. C'est ce que. Et c'est encore. C'est ce que tu viens de dire, Erwan, explique la différence entre un immigrant Ouais. et les autres. Donc, l'immigration permanente, comme je le disais dans la conférence de ce matin, est l'immigration par excellence, est l'immigration ordinaire. Ouais. Donc, ce qu'on cherche au Canada, ce sont des permanents. Les temporaires, entre guillemets, on n'en veut pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là pour répondre à une conjoncture. On se dit, OK, au Canada, au Québec, nous avons une conjoncture qui est laquelle? Une pénurie de main-d'œuvre. Comme c'est une conjoncture, elle est censée ne pas durer. Donc, le temps pour nous de régler cette conjoncture-là, on prend donc des travailleurs temporaires durant le temps de la conjoncture. Et une fois que la conjoncture est terminée, eh bien, il n'y a plus techniquement de programme de travailleurs étrangers temporaires. Alors, on repart sur l'immigration ordinaire qui est permanente. Seulement, en théorie, c'est bon, mais en pratique, j'attends de voir le jour où il n'y aura plus de conjoncture. Donc, ça va être compliqué. Hein, Ben, c'est compliqué parce que, là, on ne l'a pas nommé, mais on parle d'à peu près, puis là, tu vas me corriger sur les chiffres, mais d'à peu près 50 000 immigrants permanents par année au Québec, 65 000 l'an prochain, dans mes souvenirs. Mais immigration temporaire, les chiffres sont le double, voire le triple, voire le quadruple. Dans mes souvenirs, c'est autour de 600 000. C'est autour de 600 000, mais je sais que le chiffre fédéral, c'est 350 000. Fait que loin de moi vouloir m'embrouiller avec le MIFI ou avec le fédéral là-dessus, mais on parle quand même de 5-6 fois le nombre de permanents qu'on accueille au Québec par année. 5-6 fois de temporaire, tu veux dire? Ouais. Oui, oui. Si on regarde les chiffres, surtout les derniers chiffres, ceux de Statistique Canada, parce que eux, au moins, ils travaillent avec Bah, le ceux nombre qui de délivrent le permis, permis voilà. qui fait. C'est
peut-être plus justifié que C'est ça, le nombre de permis. Le MIFI délivre plutôt les CAQ. Donc, c'est à travers cela qu'on a les chiffres. Donc, il y a une tendance à pouvoir plutôt se baser sur les chiffres de Statistique Canada, mais on ne va pas faire une guerre de chiffres. Oui, depuis les 3 dernières années en particulier, il y a une grosse augmentation des temporaires. Je vais peut-être me brûler, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Notre gouvernement provincial est responsable aussi de cela. Hein. Il est responsable de cela parce qu'il y a eu une demande notamment des acteurs sociaux, économique, une demande économique. C'est ça, des employeurs et de leurs groupements d'avoir plusieurs personnes pour occuper les postes qui étaient vacants. Donc en 2021, par exemple, le provincial a négocié avec le fédéral pour changer le taux dans les entreprises québécoises du nombre de personnes travailleuses étrangères temporaires qui étaient autorisées. Donc, avant novembre 2021, si mes souvenirs sont bons, c'était 10% de TET à bas salaire dans une entreprise. Ouais. Puis là, on parle bien d'un programme très spécifique. C'est ça. Donc, un employeur ne pouvait pas embaucher plus de 10% de sa masse salariale en travailleurs étrangers temporaires. Le provincial a négocié une augmentation à 20%. 20% pour toutes les entreprises, et pour les entreprises telles que celles liées à la santé, ouais, on passait à 30%. Celles liées à la construction, on passait à 30% pareil. Donc tout de suite, ce qui existait avant, c'est un peu le retour en arrière qui a été fait dernièrement, lorsque le fédéral a décidé d'enlever le 20 et de revenir à 10. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui existait avant 2021. Il y a juste eu un rétro-pédalage. Ouais. C'est important de le dire parce que ça peut paraître, vu que c'est venu comme ça maintenant, sans annonce au préalable, ça peut être très violent. Ça peut être... oui, je pense que le mot violent est approprié, mais en réalité, c'est juste un retour en arrière de ce qui existait déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme ça que ça fonctionnait auparavant. Pour faire en sorte que cette conférence puisse rester dans le temps puis qu'on puisse avoir un petit peu d'éléments de contexte, je te proposerais de nous expliquer quelles sont les dernières, peut-être les 2-3 dernières, parce qu'on parle d'il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a eu quand même beaucoup de positions qui ont été prises en octobre 2024, autant par le fédéral et le provincial. Fait que je te proposerais qu'on wrap up ça rapidement en 5 minutes. Quelles sont les décisions qui ont été prises par le fédéral et le provincial en octobre 2024? En octobre 2024, enfin, les décisions commencent à être prises depuis janvier. Oui. Hein, depuis janvier 2024. Donc, dans la volonté de réduire l'immigration temporaire au Canada et au Québec. Donc, on a commencé par exemple à augmenter les frais de scolarité pour les étudiants qui viennent ici, pour pouvoir justement en éliminer par la force économique. Ouais. Donc, on a commencé à augmenter cela. On a limité le nombre d'étudiants qui peuvent être recrutés au Canada. Je dis bien au Canada, le Québec inclus, par année. Donc, on est passé d'un chiffre, je ne me souviens plus très bien. Donc, par année, on ne peut pas recruter plus de 400 000, je n'ai pas envie de dire des bêtises avec les chiffres, mais plus de 400 000 étudiants par an au Canada. Toutes les provinces confondues. Il y a eu des règles qui ont été mises en place au niveau des EED, établissements d'enseignement désignés, pour pouvoir justement prendre des étudiants. Donc, ces règles-là ont été mises en place. Il y a eu l'annulation d'un programme pilote qui permettait justement à ce que des conjoints ou bien leurs enfants puissent travailler, enfin des touristes qui viennent ici puissent trouver un emploi
directement sur le sol canadien. Donc, ça a été... Comme tiennent des permis de travail directement en allant vers des entreprises parce oui, qu'ils sont donc, parce visiteurs. qu'ici, voilà, il y avait cette possibilité-là qui devait notamment s'achever l'année prochaine en février. Puis qui a été raccourci. Ça a été raccourci, ça a été... c'est pas un programme pilote, c'était un programme d'intérêt public. Ça a été supprimé. Donc ça, c'est ce que le Canada a fait. Donc le Québec, pour sa part, vous savez, le moratoire à Montréal, qui interdit depuis septembre dernier à ce qu'on puisse embaucher des personnes TET à bas salaire étant aujourd'hui 27,47. Il faut bien préciser aujourd'hui parce que ça change dans 4 jours. Dans 4 jours, ça passe à 32,96. Donc les personnes ne peuvent, enfin une entreprise ne peut plus embaucher en dessous de 27,47 aujourd'hui et à partir de 32,96 dans quelques jours dans l'île de Montréal et certaines municipalités de la autour. Grande région de Montréal. C'est ça, autour. Donc ça aussi, c'est une des restrictions. Le fédéral a emboîté le pas au Québec et dans toutes les grandes villes canadiennes, avec un taux de chômage de plus de 6%, on ne pourra plus non plus embaucher des personnes à bas salaire. Donc autant de choses ont été mises en place pour réduire l'immigration temporaire. Et le fédéral a décidé de baisser ses seuils d'immigration permanente cette fois-ci. Donc on était à 500 000, maintenant on est passé à 400 000 et au fur et à mesure on va enlever 20 000 à chaque fois durant 3 ans. Donc ça encore, c'est quelque chose qui a été fait. Et bien sûr, le provincial s'est dit, bon, comme le fédéral le fait, moi je ne vais pas dormir au premier banc, je veux aussi limiter l'immigration permanente. Donc il y a eu un moratoire de 8 mois sur le programme régulier travailleurs qualifiés. Ouais. Il y aura plus de délivrance de CSQ à partir de maintenant. Donc CSQ qui est certificat de sélection du Québec, qui est le document que Québec donne pour dire je te sélectionne, je t'autorise à venir s'installer au Québec. C'est ça. C'est pas un papier d'immigration en tant que tel, c'est juste une autorisation de venir au Québec. C'est ça. On va dire ça un papier d'immigration quand même, parce qu'on a besoin au Québec, ouais. Sinon on ne pourrait pas s'installer ici. Exactement. Donc le provincial a mis un stop là-dessus et aussi un stop dans le programme qui permettra à des étudiants notamment de devenir résidents permanents. Donc le programme d'expérience québécois volet études, qui lui aussi ne bénéficiera plus de CSQ pendant les 8 prochains mois. Fait que ce qu'on appelle moratoire, c'est un gel total jusqu'à dans 8 mois de rentrée de personnes par ces volets-là. Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais quand même, si je l'ai dit, me corriger un tout petit peu. Ce n'est pas une réduction de l'immigration. Ça peut donner l'impression qu'on réduit, mais on ne réduit pas vraiment. En tout cas, pour le Québec. Pourquoi ? Parce que, comme l'a montré le ministre, on a arrêté les CSQ, PRTQ et PEQ études. Et pourtant, l'année prochaine, on s'attend à avoir 65 000 personnes immigrantes reçues. Ouais. D'accord ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de CSQ qui ont été délivrés. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même des personnes qui ont été déjà sélectionnées, qui ne sont pas encore résidentes, mais qui sont soit dans leur pays, soit quelque part au Québec ou au Canada. Donc, en termes de transformation du statut, ce n'est pas techniquement une réduction. Donc, il y a quand même des gens qui vont arriver ici comme résidents permanents l'année prochaine, d'où les 65 ou 67 000 personnes. Fait que, là, évidemment, bon, on comprend qu'il y a une réduction de manière générale. Oui, avais-tu une question, Narcisse ? Alors, pour les questions, moi, il n'y a pas de problème. J'aimerais ça qu'on me les dise, puis je vais les répéter dans le micro pour pouvoir que les personnes qui vont voir la vidéo soient en capacité de les entendre. Il n'y a aucun problème à nous arrêter, mais j'aimerais ça quand même qu'on aille continuer la discussion, parce qu'on a 2 heures. En fait, on n'a plus qu'1 heure et demie. Mais si tu as une question, Narcisse, tu peux la poser. Ok, ouais. Okay.
Parfait. Donc là, on pose une question spécifique sur le regroupement familial. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui font une demande de regroupement familial, donc au volet de la résidence permanente? Et qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur CSQ? Est-ce qu'il y a des modifications par rapport à ça? Non. Parce qu'il me semble qu'effectivement, ce n'est pas un programme qui a été touché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de choses qui ne se sont pas passées en rapport au regroupement familial cette année. Alors là, je vais vérifier avec toi, mais il me semble qu'il y a eu quand même eu un quota fixe qui avait été mis pour le regroupement familial. Chaque année, il y a des quotas fixes. Ouais, Parce c'est que ça. quand tu as mentionné que le Québec accueille 50 000 personnes résidentes permanentes, Ouais, dans les 50 000, il y a un pourcentage. il y a un pourcentage de chacun, d'accord? Donc, un pourcentage de personnes qui vont être accueillies ici dans l'année, dans le cadre du parrainage. De souvenir, c'était 12 000 personnes. Hein, ouais, j'allais dire 10 000. Sur l'année 2024, de souvenir. Donc, pour les personnes qui viennent ici comme résidence permanente, dans le cadre d'un parrainage, dans le cadre du regroupement familial, il n'y a rien qui change. Donc, le moratoire concerne seulement les CSQ dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, qui deviendra bientôt le PSTQ, programme de sélection de travailleurs qualifiés, et les personnes étudiantes qui vont demander dès maintenant à devenir résidentes permanentes à travers le programme d'Espérance québécoise. C'est seulement ces deux programmes d'immigration économique qui sont gelés. Le reste continue. Parce qu'évidemment, là, on ne l'a pas toutes nommé, mais dans le 50 000 de résidences permanentes, d'immigrants permanents, il y a plusieurs statuts pour devenir résident permanent. Là, on parle surtout du volet économique, mais il y a le volet familial et il y a le volet aussi humanitaire. Toutes les personnes qui demandent le statut de réfugié. Oui. Oui, Valérie? Du programme d'Espérance québécoise, oui. Alors, fait que là, tu poses une question sur les étudiants internationaux en fin d'année qui font la demande de CSQ. Est-ce qu'ils vont devoir retourner dans leur pays? C'est ça. C'est là où je vais proposer à Christian de répondre. Elle a répondu, mais... Voilà, elle a répondu à sa question. Donc là, maintenant, ce sera beaucoup plus stratégique. Il faudra voir la situation dans laquelle on est. Est-ce que j'ai la possibilité de demander un CSQ à travers le programme d'Espérance québécoise? Non. Est-ce que j'ai quand même la possibilité de demander un permis post-diplôme? Oui. Alors à ce moment-là, je vais demander un permis post-diplôme, sachant que le permis post-diplôme me permettra de passer par le PEQ, parce que je ne serai plus étudiant, je serai employé, et de demander un CSQ à travers le PEQ travailleur, c'est toujours possible. Ouais. En gros, ça va juste étirer la sauce pour cette personne. Mais elle sera toujours considérée comme un résident temporaire. Donc, aux yeux de la loi, même si elle reste ici pour travailler 1, 2, 3 ans, dans la tête autant de cette personne que de la loi, elle doit retourner dans son pays à un moment donné. Elle ne pourra toujours pas voter. Ça, c'est pas une question. Parce qu'en fait, en 2023, il y a eu une réforme qui a permis à ce qu'un étudiant puisse, après ses études, dès lors qu'il rencontre des conditions, demander directement un CSQ. Il y avait la condition de devoir travailler au moins 1 an, qui a été enlevée. Donc, en enlevant cette obligation-là, le gouvernement s'attendait à avoir environ 6 000 demandes. Or, il y a eu plus de 6 000 demandes, et c'est ce qui explique que l'année prochaine, on ait environ 65 000 personnes immigrantes qui vont être accueillies ici, parce que le programme a été très populaire. Puis il n'y a pas eu de quota qui avait été mis en fait à ce programme. Non, il n'y a pas eu de quota, c'était donc en continu. On reçoit, on traite, si ça marche, on te donne ton CSQ. Et en prévision, le gouvernement ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi populaire. C'est ça. Donc, effectivement, tant mieux. Cependant, si on veut rester dans la logique de dire qu'il y a beaucoup d'immigrants
et que c'est à cause d'eux que les logements... Enfin, bref. On viendra à la question de est-ce que l'immigration est un problème et on ira titiller ce genre de choses. Oui. Tu as le droit de reposer une question, Narcisse, et de reposer. Oui. Oui. Sa résidence permanente. Donc là, tu parles, je vais encore préciser, on parle de permis temporaire travailleur fermé. Donc on parle du programme des TET. Donc on parle d'un TET qui a été renouvelé. Donc là, ça fait 4 ans qu'il est sur le territoire canadien. Ça fait 2 ans. Parfait, fait qu'il vient de renouveler. Et tu demandes si il va obtenir son CSQ. Ouais. Ben, je pense qu'ils ont toujours le droit. Mais ça, c'est pas une interdiction du droit de le demander que une fête qui va être gelée, qui ne va pas l'obtenir avant 8 mois. C'est ça que je comprends, Christian? Je veux juste être certain que je dis pas de bêtises. Le seul programme du programme d'Espérance québécois qui est gelé, c'est celui des étudiants. Et là, vous me parlez d'un travailleur, donc ce n'est pas gelé. Les travailleurs peuvent toujours demander un CSQ à travers le PEQ, il n'y a pas de problème. Ce sont les étudiants qui ne pourront pas le faire. À travers du programme d'expérience québécoise. Parce que dans le programme d'expérience québécoise, spécifique. Il y a 2 catégories, études et travail. Donc là, vous me parlez d'un travailleur et les travailleurs n'ont pas été touchés par la chose. Donc, elle peut. Oui. Mais à condition qu'il soit admissible au programme d'expérience québécoise. Oui, s'il remplit les conditions, oui, il faut qu'il remplisse ces conditions-là. C'est parce qu'il y a tout le volet immigration économique qui là a été gelé. C'est ça, donc le PRTQ. Oui. Le PRTQ, Programme régulier travailleur québécois, qui va devenir le PSTQ. Pareil. Yes! L'immigration, c'est simple. Hein? C'est ça. Ouais, vous aviez une question? Ça dépend de la catégorie d'emploi, évidemment. C'est ça, donc il faut être qualifié à demander un CSQ via le PEQ pour pouvoir justement obtenir son CSQ. Parce que ce ne sont pas tous les emplois qui sont nécessairement qualifiés à pouvoir obtenir un CSQ. Mais si la personne a l'emploi qu'il faut et se qualifie, oui, elle aura son CSQ. Il n'y a pas de gel. Fait que je vous propose parce que là on vient de tomber vraiment dans des technicalités, puis c'est super, c'est aussi le but de cette rencontre. Mais je te propose qu'on aille plus sur la question de, parce que qu'est-ce qui justifie toutes ces limitations, en tout cas restrictions d'immigration? C'est quoi la raison qui pousse les gouvernements à devoir actuellement reculer face à des politiques qu'ils ont développées il y a moins d'une dizaine d'années? Je pense que dans ce que tu viens de dire, la raison relève du mot politique. Ah. Donc, c'est politique, mais au-delà du politique, c'est aussi factuel. Hein. Il y a une réalité qui est sur le territoire. Au regard de nos besoins en matière de main-d'œuvre, nous avons fait venir des personnes d'ailleurs pour nous aider. Seulement en faisant venir des personnes d'ailleurs, ce sont des personnes. Et en tant que personnes, elles ont besoin de services. Et malheureusement, nos services n'ont pas toujours été à la hauteur. Dans le sens où, lorsque j'arrive ici comme travailleur étranger temporaire, comme n'importe quel Québécois, j'aurais envie d'aller à l'hôpital, par exemple. Et c'est une personne de plus qui va cogner aux portes des urgences, qui va cogner aux portes de médecins. Donc tout de suite, les services sont débordés. Lorsque j'arrive ici, j'ai aussi besoin de me loger, par exemple. Et j'arrive dans
dans une conjoncture où c'est déjà très compliqué pour tout le monde. Et j'ajoute à la conjoncture du fait de ma demande. Donc, quand moi, politique, j'entends tout ça, il y a des Québécois qui se plaignent et qui ont le pouvoir de glisser leur petit bulletin. Je me dis que peut-être je vais entendre ces personnes-là et satisfaire leur grogne ou alors leur montrer que je fais des choses. Donc, il y a cette réalité-là en fait, hein, où aujourd'hui on parle de pénurie de garderie. J'ai un peu voyagé dans ma petite vie là, je n'ai jamais pensé que ça pouvait exister une pénurie de garderie. D'accord? Jamais pensé ça, mais ça existe. Hein. Pénurie de logements, mais au-delà de la pénurie, il y a aussi le coût des logements. Hein. Donc, il y a tous ces aspects-là. On va chercher un coupable ou des coupables. Et la forte immigration de ces dernières années a bon dos. Donc, oui, on est d'accord pour dire que la crise du logement n'est pas nécessairement causée par une arrivée importante de personnes issues de l'immigration, parce qu'il y a des réalités internes à notre système économique et au système de l'offre et de la demande au logement. Cependant, évidemment qu'une arrivée de personnes sur différents territoires a ajouté une pression sur une situation qui était déjà présente avant. Donc, que de dire que c'est à cause de l'immigration? Non. Mais de dire que l'immigration est un des facteurs, on va dire oui. Parce que oui, en termes de capacité d'accueil sur un territoire, ça compte. Hein. Plus il y a de personnes, plus les services doivent être à la hauteur de l'accueil de ces personnes-là. C'est juste comme ça. Si vous m'invitez chez vous et que vous avez 3 enfants et que j'arrive, vous allez avoir 4 bouches à nourrir en plus de vos enfants. Enfin, il y aura moi plus vos enfants, ça fait 4 personnes. Donc, votre table, vous allez l'adresser différemment. Et ainsi de suite. C'est la même chose quand on accueille des personnes de plus sur un territoire. Mais de dire que c'est à cause d'eux, moi j'ai envie de faire un calcul à l'absurde. On dit, pour certains, je ne vais pas citer de nom, que l'immigration est la cause de la pénurie de logement. Or, quand on regarde les chiffres de l'immigration, selon 2021, et je pense qu'aujourd'hui aussi, la grosse majorité de l'immigration est dans la région métropolitaine de Montréal. D'accord. Comme 84%, 84,5% selon Statistique Canada en 2021. Ça a un peu augmenté maintenant, mais c'est toujours dans ce même coin. Donc, techniquement, le reste du Québec n'a pas beaucoup d'immigration. Donc, c'est à cause de l'immigration permanente qu'il y avait une crise de logement. Techniquement, c'est dans ce secteur-là qu'il devait y avoir une crise. Mais pourquoi y a-t-il une crise dans des endroits où l'immigration est à 0,3% par exemple? La crise est pareille. Or, l'immigration n'est pas nombreuse. Donc, comment? Calculons dans les temporaires. Les temporaires, c'est 78% dans la même région, hein, selon Statistique Canada. Donc, cette région-là, la région métropolitaine de recensement de Montréal, qui est constituée de 93 municipalités, a soit, en tout cas, je prends les chiffres de 2021, soit 84% de l'immigration permanente, soit 78% de l'immigration temporaire. Ce qui est énorme, là, à l'échelle du Québec, donc, c'est monstrueux. Si on se dit que c'est l'immigration temporaire ou permanente qui est cause de crise de logement et qu'elle se concentre à très grande majorité dans la RMM, pourquoi est-ce qu'il y a crise de logement ailleurs où ils sont peu nombreux? On voit tout de suite que par l'absurde, ça ne coïncide pas. Le problème, c'est qu'on ne construit pas assez, ou bien pas assez vite. C'est ça le vrai problème. Oui, pour préciser, le nombre d'immigrants, donc de résidents permanents qu'on accueille en Abitibi-Témiscamingue, c'est 0,2% de l'entièreté du fameux 50 000 qu'on reçoit par année. Ouais. Et ça correspond à 1,6% de la population de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Bon, évidemment, on n'a pas parlé des résidents temporaires, puis les derniers chiffres montrent qu'on a eu quand même une augmentation assez nette du nombre de résidents temporaires dans la vallée de l'Or, mais en Abitibi-Témiscamingue de manière générale. C'est ça. Mais on voit bien que c'est un impact, ce n'est pas la cause
un élément qui accentue des crises déjà présentes sur notre territoire. Donc, ce n'est pas la cause, mais ça compte quand même. Oui. Voilà, ça compte quand même. Pour faire un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays, je ne sais pas si vous avez entendu parler des pays comme l'Espagne ou à Barcelone, il y a des personnes qui se plaignent du tourisme. Oui. Ou encore en Grèce, hein, parce que l'arrivée de personnes, hein, que ce soit de manière saisonnière ou pas, a un impact sur le territoire. Hein, que ce soit... c'est ça, donc... Quand on a un territoire de 10 000 habitants et que durant l'été, ça passe de 10 000 à 50 000, il y a un impact. Donc, et c'est de là qu'on parle justement de capacité d'accueil. Hein. Oui, l'immigration a quand même un impact, mais ce n'est pas la principale cause. Il y a d'autres causes. On peut arrêter de l'immigration aujourd'hui, il y aura toujours une question de pénurie de logement qui va se poser quand même. Donc, on va continuer à creuser ces questions du problème de l'immigration parce qu'il y a plein de questionnements qui viennent avec ça. Il y a notamment la question du français. Un des discours qu'on peut entendre, c'est que l'immigration causerait la fin du fait français au Québec et au Canada. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. Parce qu'il y a une chose qui est importante de nommer, c'est que l'immigration, on l'a choisie. Fait que je te laisse aller là-dessus. Oui, Bonne chance. C'est compliqué sans être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments politiques. Et voilà, je ne suis pas politicien, je suis technicien. Et moi, quand je regarde cela avec mes yeux de technicien, qu'est-ce que je vois? Je vois un Québec qui est compétent de manière... Enfin, qui a la compétence qu'elle a aujourd'hui en matière d'immigration depuis 1991. Donc, avant cette année-là, le Québec n'avait pas autant de compétences qu'aujourd'hui. Donc, quand on regarde l'histoire du Québec et surtout l'histoire de l'immigration, le Québec n'avait pas de mot à dire sur son immigration depuis le régime anglais. Et les Anglais, donc les Britanniques, faisaient venir qui? Des Britanniques au Canada. Et quand on regarde les chiffres, en 1951-1971, je me souviens plus très bien, je pense que c'est 51. Tu peux dire au 18e siècle. Au 19e siècle, 20e siècle, hein, début du 20e siècle. Ouais, ok, d'accord. L'immigration francophone, c'était 34%. Ouais. Et aujourd'hui, selon les derniers chiffres que j'ai regardés de l'Institut de la statistique du Québec, les francophones immigrants, c'est 80%. Donc, 80% des immigrants parlent français. Donc, si on compare... 80% des immigrants qui viennent au Québec. C'est ça. Et 80% des immigrants permanents. Je pense que dans... Oui, c'est ça. On reste dans le terme immigrant permanent. Donc, 80% parlent quand même français. Ouais. Hein, si on compare aujourd'hui à 1951, c'est pas la même chose, là. On parle de quand même deux mondes différents où, à l'époque, les immigrants parlaient moins français qu'aujourd'hui. Ben oui. Or, aujourd'hui, ils parlent à 80%, et ce sont des chiffres assez récents, 80% le français. Cependant, est-ce qu'il y a diminution? Oui, il y a certaines diminutions. On a quand même remarqué une diminution du français parlé à la maison. Normal. Si je fais venir des gens qui viennent d'ailleurs, ils vont garder leur langue maternelle. Oui. À la maison, ils ne vont pas beaucoup parler français. Donc oui, ça a diminué. J'ai vu dernièrement le commissaire à la langue française qui disait qu'il y a une diminution du français parlé au travail. À Montréal, c'est sûr que Montréal qui accueille la grosse majorité de l'immigration et qui est très bilingue aussi, c'est certain qu'il y a beaucoup d'emplois, notamment en IT, où le travail se fait en anglais. Donc, c'est sûr que ça va diminuer. Ça vient aussi d'une réalité de domaine de travail international où il y a besoin nécessairement d'avoir une connaissance de l'anglais parce qu'on a des gros partenaires anglophones. Ouais. Mais, si on regarde du point de vue historique, le français chez les immigrants a plutôt progressé. Et comme on l'a vu ce matin, pour venir ici comme résident permanent,
il faut prouver une connaissance du français. Sinon, il y a des chances qu'on ne soit pas sélectionné. Vous y avez une question Donc, ici? c'est important. Oui. Oui. Ce que tu es en train de nommer, là, Narcisse, pour le résumer aux gens qui verront cette vidéo plus tard, c'est qu'il y a une différence entre le français international et la réalité du français du Québec, qui a sa propre expression, et que quand on parle du fait français, on oublie souvent cette spécificité-là. Oui, tu as entendu beaucoup de Français qui ont des gens des francophones qui ont de la difficulté à travailler en français, même s'ils parlent bien le français, parce qu'il y a des disparités dans la compréhension et dans le parler. Il y a une parlure qui peut ressortir. Et qui ont eu des excellentes notes dans les examens. Fait que je te laisserai continuer là-dessus, mais C'est pas très compliqué, c'est juste une question culturelle. Hein. On parle de français, mais au-delà du français, il y a surtout la francophonie. D'accord. La francophonie, c'est pas le français de France. Non. La francophonie, c'est pas le français de Montréal. La francophonie, c'est tous les Français avec leur petite épice. Hein. C'est sûr que le français qu'on parle au Québec, ce n'est pas le français qu'on parle en France. Et même en France, d'un territoire à l'autre, ce n'est pas nécessairement les mêmes termes qui sont utilisés. Cependant, on parlera de francophonie. Donc, au Québec, c'est le fait français, mais au-delà du fait français, c'est le fait francophone. Donc, on ne cherche pas des gens nécessairement qui parlent français québécois, mais qui sont francophones. Donc, même si les personnes dont vous parlez ont des difficultés, je pense quand même qu'à 80%, elles comprennent. Sauf si c'est un vieux bonhomme de 70 ans. Bon, là, on se comprend que c'est une situation très spécifique. on a l'image du bonhomme. C'est ça, donc, ouais. Oui, Sonia? Oui. Mm-hmm. Oui. C'est le TCF. Ouais. Je l'ai fait. J'ai été obligé de le faire. T'as été obligé de faire le TCF? Oui, je pense que lorsque j'ai commencé à faire ma démarche pour devenir résident permanent ici, moi, on m'a obligé à le faire. Moi, on m'a pas encore obligé à le faire, mais parce que je suis français. Lui aussi est originaire de France. Non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Ça n'a pas d'importance. Juste avant que tu continues sur cette réponse, TCF, test de compétence du français, de connaissance du français. Donc, test de connaissance du français. Ouais. Donc oui, parce qu'en fait, c'est comment en fait c'est calculé. Hein? Ce qu'on demande aux personnes qui viennent ici comme résidents permanents, aujourd'hui, c'est le PRTQ. Le PRTQ fonctionne à partir d'une grille de calcul, de points. Donc, dans les points, on peut obtenir jusqu'à 14 points sur le français. Donc, expression orale et compréhension orale. C'est un 14 points qu'il y a là-dedans. Donc, il faut que la personne qui va me sélectionner comme résident permanent puisse savoir est-ce que cette personne-là, je lui donne un 7 sur 7 ou bien est-ce que je lui donne un 5 sur 7. Pour ça, il faut qu'elle ait une grille, enfin, elle ait un point de référence. Et le point de référence, c'est mon test de français. Si mon professeur dit que ce monsieur que j'ai testé a un niveau, on va utiliser un niveau international, B1. B1,
c'est 4. Donc, ça n'apporte aucun point sur la grille. Il faut avoir un B2 pour avoir des points. Qui est niveau 7 dans les souvenirs, c'est ça? Oui, B2, je crois que c'est le premier. Il faut avoir, pour avoir des points sur la grille. Donc, tout de suite, lorsque le Québec demande aux personnes de faire le test, c'est aussi pour pouvoir leur donner des points ou pas. Parce qu'on demandait aussi de prouver 3 années d'études en français, mais ça ne disait pas si je suis bon en français ou pas. Cependant, le test, lui, permet de me situer en français. J'ai eu un C1, je ne suis pas très content. Je dis, C1. J'ai dit, bon, allez, ça me donnait les points qu'il fallait, mais je n'étais pas content. Je pensais être parfaitement bilingue et connaître parfaitement le français, mais voilà, c'était ça. Donc oui, j'ai dû le faire. Et même, il y a eu des Français qui ont raté le test. Oui, des Français qui ont raté ce test. Des Français de France. Donc, c'est un test. Hein. En fait, ça ne se rate pas. Mais ils n'ont pas eu le niveau pour avoir les points. Donc, c'est ça. Donc, oui, il faut faire un test de français. Et pour l'avoir fait, il fallait écouter des passages audio et dire ce que la personne disait. Et souvent, c'était des Québécois qui parlaient. Donc, il suffit d'avoir un mauvais micro, un mauvais casque. On entend mal, ça grésille. Vous ne rien comprendre du tout avec l'accent. Donc, oui, ce n'est pas juste des Français de France, c'est aussi des Français du Québec qui sont utilisés. Ceci étant dit, ce test est évalué. C'est une compagnie française. C'était fait en France. Oui, c'est évalué en France. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'Alliance française. Ça doit être ça. Mais je peux m'avancer. Okay. Je parle de l'application Moril pour apprendre le québécois. Okay. D'ailleurs, tu vois, pour parler de la francisation, évidemment que je parlais du cas de Val-d'Or parce qu'on a eu quand même une situation très particulière, c'est que nous avons une coupure totale. Alors, non, je vais utiliser un terme un peu plus neutre. Il y a eu un arrêt de la francisation à Val-d'Or parce que ce n'est pas une coupure, selon M. Robert, fait que je vais respecter le point de vue du ministre de la francisation, du MIFI, du ministère de l'Immigration. Puis, on va parler de cette situation, mais une chose qui était nommée avant, quand j'ai été rencontré des personnes qui travaillaient à la francisation, c'est que beaucoup des cours qui ont été donnés en francisation, la principale donnée de base, c'était pas de la francisation, c'était de la québécisation. Il était beaucoup nommé qu'en fait, il y avait un besoin d'adaptation culturelle et que la francisation amenait ce besoin-là. Fait que beaucoup de gens se sont inscrits parce qu'il y a une vraie incompréhension du français tel qu'il est pratiqué au Québec. Puis c'est vrai qu'il y a un accent, il y a un vocabulaire propre au Québec. Et donc, ils ont eu ces cours de francisation-là parce qu'ils étaient en incapacité de travailler dans les jobs. Pourquoi est-ce qu'ils ont été venus? Bon, ça, c'est une petite situation qui, à mon avis, existe ailleurs au Québec. Donc, je voudrais quand même qu'on revienne parce que la question du français dans l'immigration est tellement prégnante au Québec, c'est même une question de survie pour le Québec. Historiquement parlant, j'ai expliqué ce matin que l'immigration avait été toujours vue comme un moyen au départ de limiter le fait français quand l'immigration a été mise en place sous le régime britannique. Donc, il y avait vraiment une volonté d'assimiler le peuple québécois par l'immigration, qui était à l'époque une immigration principalement britannique, anglophone, avec une volonté de faire perdre la langue. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce sentiment-là d'être, je disais le terme envahi, mais c'est un terme un peu trop péjoratif à mon goût. Il y a quelque chose d'historique là-dedans aussi par rapport au fait québécois. Cependant, là, les arrêts en francisation amènent une question, c'est que ça paraît un peu paradoxal d'avoir autant d'attentes sur le français qui doit être parlé par des personnes issues de l'immigration versus cet arrêt de francisation. Puis Val-d'Or n'est juste, la vallée de l'Or et même l'Abitibi-Témiscamingue n'est juste qu'un territoire qui est touché parmi beaucoup d'autres, en fait, parmi tout le Québec. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur ce point-là, sachant que c'était pas prévu au départ. Fait que je te souhaite bonne chance. Alors, je préfère déjà dire d'emblée que je ne travaille pas pour le gouvernement. Mais
j'essaie aussi de me mettre dans la peau d'un gouvernant, dans les chaussures d'un gouvernant, et surtout d'entendre aussi ce que disait M. Roberge. Oui. Moi, en tant que gouvernant, je dois prévoir mon année, euh, en termes de finances publiques. Donc, dans mes budgets, j'ai octroyé X% d'argent pour la francisation, sans nécessairement dire comment ça devrait être utilisé. De ce que j'ai compris de son explication, c'est que le budget a été surexploité. Et donc, sur la longueur, on a créé trop de classes en peu de temps et non sur la longueur. Aujourd'hui, lorsque des classes sont fermées, c'est pas que les classes sont fermées, c'est que le budget qui était alloué A été utilisé. Ouais. Donc, pour pouvoir les continuer, ces classes-là, il faudrait pouvoir injecter encore de l'argent. Et pour moi, gouvernant, injecter encore de l'argent sur un budget, c'est donc faire un dépassement de budget. Et pour les finances publiques, ça se comprend. Ouais. Donc, s'il y a un espoir, il faudra attendre la prochaine budgétisation pour pouvoir refinancer d'autres classes. Mais pour le budget actuel, j'ai un 10 $, j'ai déjà consommé 9,50 $, eh ben, c'est ça. Donc, je le dis quand même, je ne travaille pas pour le gouvernement, mais il faut quand même l'expliquer que quand on est gouvernant, il faut aussi faire les choses selon certaines règles. Et en tout cas, c'est l'explication qu'il donne et c'est compréhensible en termes de finances publiques. D'un point de vue purement financier, c'est compréhensible. D'un point de vue moral, bon, on n'est pas là pour faire la morale, puis on avait dit d'ailleurs qu'un gouvernement ne doit pas parler de ses émotions. Un gouvernement ne peut pas gérer une politique sur la base d'émotions. Ouais. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est vrai que les personnes qui avaient leur petit... comment ça s'appelle il y avait une subvention, c'est pas une subvention, une mais contribution une compensation. du fait de participer au cours, et quand on la leur coupe, ça fait un peu d'argent en moins dans les poches, mais quand on est gouvernant, on ne peut pas simplement gouverner sur la base d'émotions. Il faut gouverner aussi sur la base de chiffres. Hein? On parle d'un gouvernement qui a dépassé, comment ça s'appelle le déficit public est le plus grand parmi tous les gouvernements du Québec qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, tout ça aussi, pour un gouvernement, ça parle. Et c'est de se dire, où est-ce que, éventuellement, je peux arrêter de faire trop de dépenses pour ne pas faire exploser le déficit public. Donc, il y a ces aspects-là qu'on ne regarde pas nécessairement, mais qui existent. C'est... Mm-hmm. Suivant. Mm-hmm. C'est ça. Donc, oui, c'est sûr que d'un point de vue humain, d'un point de vue de socialisation, ça a un impact. Faut maintenant croiser les doigts pour qu'il y ait un nouveau budget pour pouvoir justement refinancer. Et peut-être, je ne suis pas dans les petits secrets des chefs, peut-être éviter aussi pour les différentes commissions scolaires d'ouvrir toute classe au risque de brûler le budget qui nous est alloué. Oui, Narcisse. Qu'est-ce que signifie francisation? Je vais te tenter une définition, puis tu me rattrapes. Tout rattraper, peut-être que elle sera la meilleure, la tienne. Ah, tiens, on va essayer. Pour moi, la francisation, c'est la volonté d'enseigner le français, mais ce n'est pas nécessairement de l'enseignement du français qu'il y a aussi toute la notion du bain culturel, du fait français qui vient avec ça. Puis la francisation, c'est permettre à des personnes de découvrir la langue française, de se l'approprier et d'être capable de l'utiliser. Pas nécessairement d'avoir une connaissance extrêmement fine de la langue, que d'en avoir un usage concret au quotidien, autant à l'oral qu'à l'écrit.
que de la compréhension écrite. Fait que c'est ça que je te nommerais. C'est vraiment une approche concrète du français, plus que de l'enseignement de la langue en tant que telle. C'est clair ou pas? Mhm. Ah, il y a une deuxième question. Donc, Non. ouais. Donc, pour redire la question pour les personnes qui ne l'ont pas entendu, est-ce que si tu as fait un test de français à l'extérieur, est-ce que tu es obligé de continuer à te franciser alors que tu as réussi ce test à l'extérieur? Et la réponse est non, parce que tu as prouvé en fait que tu avais les aptitudes en français avec ce test-là. Laquelle? Quand est-ce qu'on va donner des cours de québécisation? C'est sûr qu'il faut être à l'aise avec Alors, des téléphones. est-ce que je peux répondre? Vas-y. Les cours de francisation, ce sont les cours de québécisation. Pourquoi? De base. Parce que le français qui est parlé en francisation, là, ce n'est pas le français qui est parlé à Paris. Donc, quoi qu'on veuille, hein, parce que nous sommes au Québec, culturellement, l'enseignant de français québécois retranscrira aussi sa culture québécoise à travers son apprentissage du français. Est-ce que c'est clair ce que tu es en train de dire? Tu sais, c'est pas des Français de France qui enseignent le français à Cet Val d'Or. enseignant-là ne dira pas mon véhicule a été Il dira pas garé du coup. sur le parking de la bibliothèque. D'accord? Il parlera de mon char qui est stationné dans le stationnement. Vous voyez un tout petit peu? Là, c'est du québécois. C'est sûr que le test de français est un petit peu plus international dans son approche, mais il n'y aura pas du coup d'utiliser dans le test de français. C'est ça. Donc, c'est du québécois qui est enseigné. Il ne faudrait pas faire la différence entre le français et le québécois au Québec. Hein? C'est là que je parle de francophonie, parce que il n'y a pas un français, il y a des français. Ouais. Il faut les respecter tels quels. Il y a un français québécois, c'est le français québécois. Il y a un français de France, et même en France, il y a plusieurs types de français. Mon Dieu. Donc, il faudrait penser que ce qu'on enseigne, c'est le français et pas le québécois. Non, les deux vont ensemble. Quand c'est au Québec, les deux vont ensemble. C'est ce que je voudrais mentionner quand même. Ouais. Il y a un débat dans le public et on va le laisser faire. Allez-y. Ouais. Ouais. Il suffit de voir dans la mécanique. Moi, à chaque fois, je suis perdu. Là. La construction. C'est d'ailleurs pour répondre à ça. D'ailleurs, dans des domaines spécifiques, il y a de la francisation qui est offerte par des services aux entreprises pour répondre à des besoins spécifiques dans du domaine de travail, avec une francisation liée à des mots, à des expressions qui sont utilisées spécifiquement dans des domaines d'entreprise. Fait que ça, c'est une offre qui est faite, mais ce n'est pas de la francisation générale. C'est vraiment aux besoins spécifiques des entreprises. Fait qu'il y a des possibilités comme ça qui existent pour pour des employeurs qui ont besoin d'enseigner. Moi, je pense toujours au domaine de la mécanique parce que tous les mots sont anglicisés dans le domaine de la mécanique. Fait qu'il y a une offre qui est faite pour les travailleurs issus de l'immigration qui passent par le service aux entreprises pour permettre ce genre de francisation spécifique-là. Oui.
Ouais, même au Québec, entre générations, on ne se comprend pas tous. Ouais. Mhm. Non. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Mhm. C'est C'est ça. ce ouais. Mhm. Ce que tu es en train de nommer, puis que je vais résumer dans le micro, c'est que le fait français est un fait extrêmement dynamique. La francophonie, puis la langue française n'est pas quelque chose qui est inscrit Le marbre. dans le Parfaitement. marbre. Oui. C'est toujours dynamique, ça évolue tout le temps. Puis ça, c'est vrai que c'est pour ça que les gens qui enseignent le français, qui font de la francisation, souvent se basent sur leur vécu pour exprimer des choses. Tu sais, ils vont utiliser des termes, des expressions parce qu'ils savent que c'est ce que les personnes vont entendre dans la rue et qu'ils vont avoir besoin pour comprendre. Pas nécessairement ce qui va être testé au test, mais ça se fait vraiment la québécisation. J'aime comment tu le nommes. Fait que, bon, là, c'est le fait français. Je pense qu'on peut wrap-upper ça puis passer à un autre sujet. Parce que là, on vient de parler de quelques impacts, mais est-ce que l'immigration, finalement, a eu l'impact positif que les gouvernements espéraient sur la main-d'œuvre? Parce que ça, si les gouvernements reviennent un peu sur la décision, c'est qu'ils n'y ont pas vu non plus la raison pourquoi est-ce que l'immigration temporaire a été mise en place. Je ne sais pas si c'est une question de raison. Oui, hein, il y a eu un impact parce que ce sont les opérateurs économiques qui sont allés cogner aux portes des gouvernements Ouais. et on a besoin de main-d'œuvre parce qu'on n'en trouve pas sur le territoire canadien, Ouais. sur le territoire québécois. Et il y a une main-d'œuvre qui est venue en renfort. D'accord. Cependant, entre la période, parce qu'il y a eu une petite période de récession quand même, peut-être qu'on est encore là-dedans. euh, donc tout de suite, l'économie n'est plus celle d'il y a 2-3 ans. Hein. Après la pandémie, il a fallu repartir très fort. Donc il y a eu besoin de main-d'œuvre. Ouais. Donc oui, il y a eu un impact. Et il y a eu d'autant plus d'impact qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont annoncées par les gouvernements, les deux paliers, ne plaisent pas aux opérateurs économiques qui veulent toujours continuer à embaucher des travailleurs étrangers temporaires parce qu'ils estiment qu'il y a, en tout cas au Québec, de ce que j'ai compris, 136 000 postes vacants. D'accord. Auquel le gouvernement répond, OK, 130 000 postes vacants, le chômage a augmenté chez les immigrants, le chômage a augmenté chez les jeunes, et dans les grandes villes, il a environ à plus de 6%. Ouais. Donc, il faut embaucher parce qu'il y a un bassin déjà sur place. Le problème qui se pose, c'est l'adéquation entre le bassin présent et les emplois. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on a un taux de chômage de 6% qu'on va pouvoir répondre à tous les postes ultra spécifiques qu'on a sur un territoire qui ont un besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que même le terme crise de main-d'œuvre oui, crise de main-d'œuvre, mais c'est pas une pénurie de main-d'œuvre parce que c'est pas une pénurie généralisée. C'est même on Oui, parle plutôt dans certains secteurs où c'est il y a une ça. pénurie C'est ça. spécifique. Donc, oui, c'est quand même une pénurie parce que pour les personnes qui sont dans ce secteur-là, eux, ils sont en crise. Ben oui, Voilà. oui, oui, oui. Il y a, en venant de Montréal pour ici, j'ai vu devant des McDo, nous embauchons, devant des Tim Hortons, Nous embauchons. nous embauchons. Effectivement, il faut faire fonctionner. Voilà, je viens d'un pays qui est la France, hein, bientôt 70 millions d'habitants. Voir une grande pancarte, nous embauchons chez McDo, ça fait bizarre. Ouais, Hein? vraiment, Ça fait vraiment. vraiment Ouais, bizarre. Donc, parce que les jeunes, il y en a plein, c'est une usine. Hein? Mais ici, ça manque. On n'en a pas. J'ai vu dans certains villages, j'avais envie de prendre un café, je suis arrivé à un Tim Hortons, je me suis arrêté, il était fermé. Et pourtant, je vois sur la porte que c'est l'heure d'ouverture. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais dans la station d'essence à côté, je dis, mais pourquoi est-ce que
Tim J'ai été Hortons obligé est d'aller fermé. prendre le bon café de la station d'essence Hmm. plutôt que de prendre celui de Tim Hortons. Et là, je me dis, pourquoi est-ce que le team à côté est fermé? Il me dit, parce qu'il n'y a personne pour travailler. Je dis, oula, il y a une réalité hein, sur le terrain. Donc, oui, il manque dans certains endroits, aussi dans certains territoires. Donc, aussi bien on parle du secteur économique, mais aussi quand on parle des territoires, tous les territoires ne sont pas fournis de la même manière en matière de bassin d'emploi. Ouais. Hein, il y a des gens, il n'y a personne. Ou alors tout le monde a un certain âge, il ne peut pas travailler dans le Tim Hortons. Donc c'est une réalité aussi. Et ces industries de la restauration rapide vont aussi embaucher à l'étranger, par Oui. exemple. Donc il y a un véritable problème. Et je suis d'accord avec les opérateurs économiques de dire, enfin privés, qui cognent aux portes du gouvernement, de dire que le bassin disponible ne correspond pas aux emplois vacants. C'est souvent ça le problème. Ben oui, parce que, puis c'est ça aussi qui pose question avec l'immigration, c'est que une volonté aussi dans l'immigration qui est choisie, on ne veut pas choisir des gens, quand je pense au taux de surqualification des personnes issues de l'immigration, on voit très bien qu'il y a un manque d'adéquation entre les personnes qu'on veut faire venir et garder au Québec et les emplois qu'on a besoin de remplir. Alors on parle. Désolé. Oui, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, mais là je vais encore dire oui et non. Et là je vais me mettre encore dans la place du gouvernement. Vous Ouais, savez, fais-toi plaisir. quand on regarde la chose de manière économique, je ne sais pas si vous avez déjà constaté que dans certains magazines, le Canada arrive comme un pays où il fait bon vivre. Hein? Souvent, c'est les pays parmi lesquels il fait bon vivre. Le Canada est souvent au top. Hein? Il est souvent en concurrence avec les pays scandinaves. Ouais. Hein? Vous avez entendu parler de l'indice de développement humain? L'IDH? Oui, l'IDH. L'indice de développement humain? Ouais. C'est ça. Donc, l'immigration canadienne est choisie, d'accord? On choisit des personnes qui sont intéressantes pour nous. Et parmi les personnes qu'on choisit, on ne choisit pas les plus mauvaises. On choisit donc les meilleures. En choisissant des immigrants qui sont très instruits, par exemple, très qualifiés, qu'est-ce que ça fait pour notre société? Ça augmente donc l'IDH, l'indice de développement humain, d'accord? Et moi qui suis, parce qu'on parle d'économie, hein, moi qui suis investisseur, je dois investir dans un pays, dans un territoire où il y a une certaine sécurité, d'accord? Ouais. On me dit que le Canada, c'est un pays qui attire des investisseurs et c'est un pays où l'IDH est très fort. Pour moi, là, investisseur, j'ai tendance à aller vers là. D'accord? Je préfère aller dans un pays où le taximan ou le conducteur Uber a 5 masters hein, que d'arriver à avoir un conducteur Uber qui n'a pas fini son secondaire. Vous voyez un tout petit peu? C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Seulement pour le conducteur Uber, c'est problématique. Parce que lui, quand il venait ici pour occuper un emploi qui correspondait à sa compétence. Ouais. Donc, c'est bon pour le pays. Mais c'est pas bon pour l'individu nécessairement. C'est ça. Et voilà pourquoi est-ce que maintenant on va passer au PSTQ. Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Toujours je vais y arriver à tous les nommer. Toujours dans l'optique hein, d'arrimer les besoins ouais. et les compétences des immigrants. Ouais. Aujourd'hui, on a parlé d'Arima ce matin. Arima, c'est ça. Hein? Ouais. On arrime, on a dit donc le portail va s'appeler Arima. Arrimer les besoins du Québec et ceux des immigrants ouais. pour faire un match. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a quand même plein d'éléments comme ça qui, mis ensemble, ça fait une toile qui est facile à lire dans un certain sens et difficile à lire dans un autre sens. Mais c'est ça la réalité aussi. Il y avait une question là. Oui.
ça. Donc, effectivement, donc ça c'est une réalité du terrain. On dit que les jeunes, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté. Ils ne trouvent plus d'emploi d'été comme ils le faisaient avant. Ah ben, l'économie a changé. Les employeurs ne veulent plus les gens juste de passage. Ils veulent des gens qui vont rester. Donc ça aussi, c'est important à considérer. Bah oui. Et je me demande même d'ailleurs si c'est honnête de compter des jeunes étudiants comme étant des potentiels chômeurs. Je sais pas si c'est honnête. Donc, c'est ça. Tout de suite, si on les compte comme faisant partie des demandeurs d'emploi, je pense que quelque part, ça risque de briser le calcul. Mais je laisse les experts en décider. Oui. Tu veux aller sur un autre aspect? Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. En Abitibi. Okay. Je vais essayer Christian va certainement... mais je vais essayer de répondre à cette question. Donc, tu veux savoir quel est l'impact des dernières lois, des dernières décisions gouvernementales sur les entreprises abitibiennes qui veulent faire du recrutement à l'international. Donc on parle vraiment spécifiquement, pas nécessairement des personnes, des entreprises qui ont déjà embauché, qui ont des gens ici. On parle pour des personnes qui vont aller l'en chercher. Eh bien, ça va être plus difficile et ça va être beaucoup plus cher. Et surtout, si on parle... Alors là, je veux que Christian... mais il me semble que la prochaine version du programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, le PTET, la durée de séjour de ces personnes-là va être réduite. Elle est déjà réduite. Et elle est déjà réduite. Donc, dans mes souvenirs, elle est réduite à 1 an. Fait que techniquement, on était avant dans capacité... les entreprises de l'Abitibi, mais du Québec, étaient en capacité de recruter des personnes pour 2 à 3 ans. Là, peu importe si c'est bas salaire ou haut salaire, parce qu'il y a aussi cette technicalité-là, c'est juste 1 an ferme. Et si la personne veut renouveler son statut, elle va devoir prouver qu'elle a un certain niveau de français. Mais il n'y a pas de francisation. Bon. C'est évidemment une volonté du gouvernement de réduire le nombre de résidents temporaires sur son territoire. L'autre chose qui change pour les employeurs, c'est au niveau du bas salaire et au salaire. On vient de le nommer dans la conférence. Dans 4 jours, ce qui va être considéré comme bas salaire, ce salaire-là va augmenter, va passer à 32 et des poussières dollars de l'heure. Cela impacte, c'est un très gros impact pour les employeurs parce que ça oblige l'employeur à aller payer le billet d'avion, à payer le transport pour faire venir la personne jusqu'à son lieu de travail et à payer son billet de départ parce qu'évidemment c'est temporaire. Ce sont des gens qu'on considère qui vont devoir repartir dans leur territoire, dans leur pays. Il n'y a pas juste cette obligation-là qui vient avec le bas salaire. Il y a aussi l'obligation de trouver un logement. C'est fun parce que là, Christian, il peut vérifier si j'ai bien écouté ce matin sa conférence. Il y a une obligation, évidemment, de trouver un logement pour la personne qui vient. Et un logement qui ne doit pas coûter plus de 30% du revenu. Fait que moi, mon hypothèse, c'est que soit il y a un arrêt total, il y a des gens qui vont dire basta, ça ne sert à rien qu'on recrute, soit il va y avoir des entreprises qui ont suffisamment de fonds, qui sont suffisamment grosses pour acheter elles-mêmes des logements. Fait qu'on vient d'avoir une nouvelle raison, puis il y avait déjà cette raison-là sur le territoire, de pousser des entreprises à mettre de la pression sur le marché du logement à Val-d'Or. Alors peut-être même que certaines vont être suffisamment fortes pour décider d'en construire elles-mêmes. Dans l'industrie minière, ça ne m'étonnerait pas, mais ce n'est pas nécessairement se lancer sur un projet de construction de logement,
c'est un autre niveau, puis c'est nécessairement à moyen terme, pas à court terme. Fait que mon hypothèse, c'est qu'il va y avoir moins de travailleurs, puis on parle évidemment des travailleurs étrangers temporaires de ce programme-là spécifiquement, qui vont venir en Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est l'hypothèse qui me paraît être la plus logique en vue de ces restrictions, parce que c'est l'objectif de ces restrictions-là. Ça va, Christian? Je ne dis pas trop de bêtises? Non. C'est ça. Donc, pour moi, c'est simplement que ça va être beaucoup plus cher. Bah oui. Et qui dit plus cher, dit limite avoir les moyens. Pour un employeur. Parce que au-delà des changements, déjà pour faire venir un travailleur étranger temporaire ici, ça coûte à un employeur, juste un seul, genre de dire entre 12 000 et 15 000 dollars pour faire venir quelqu'un. Le IMT, c'est 1 000 dollars à payer auprès du fédéral. Comme il disait, payer le billet d'avion aller-retour. Donc, tous ces éléments-là, avant même qu'ils n'arrivent à l'entreprise. Ouais, avant même qu'ils rentrent en poste. Là. C'est ça. Donc, faire venir un travailleur étranger temporaire, c'est un coût pour l'entreprise. Et ce qui se passe actuellement, ça augmente un peu plus les coûts. C'est ça, en fait. Puis l'autre chose, c'est parce que s'il y a beaucoup qui ressortent de ces programmes-là, qui étaient vus il y a encore quelques années comme une manière facile d'obtenir de la main-d'œuvre, ressortent amers en fait de ces programmes parce qu'ils se sont rendus compte bien que c'est pas juste une personne comme une autre que tu fais venir sur le territoire, c'est pas juste une arrivée de main-d'œuvre, c'est une personne avec des besoins extrêmement spécifiques, avec des chocs culturels, avec un certain niveau de précarité parce que il sait pas qu'il faut mettre du liquide lave-glace dans sa voiture, tout genre de choses, changer ses pneus d'hiver. Fait que, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de c'est pas juste le coût, mais en plus il y a le suivi de cette personne. Fait que ça amène beaucoup plus de charges aux ressources humaines. Après, il y a des histoires extraordinaires d'intégration et de réussite en entreprise. Il y a des entreprises pour qui c'est devenu vraiment un leitmotiv et que ça démontre aussi une volonté d'être plus inclusif. Ça amène beaucoup de changements, mais c'est pas... faut nuancer ce propos-là. C'est pas juste une réussite. Il a répondu, hein? Ouais. Fait que j'avais un fil, fait que je pourrais continuer sur ce fil-là, mais j'avais envie de t'envoyer du côté du programme des travailleurs saisonniers. Parce que c'est un programme un peu spécifique, un peu à part, qu'on entend beaucoup parler. Je parle du PTAS, donc Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Puis je voudrais qu'on jase un tout petit peu là-dessus parce que c'est un programme qui a beaucoup parlé dans les médias, où on a vu beaucoup de situations en milieu agricole, de potentiels, de situations qu'on pourrait dire d'abus qui ont été identifiés, vus dans le domaine agricole pour ces travailleurs étrangers-là. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la spécificité de ce statut, mais parce que c'est un statut très spécifique avec une réalité très spécifique. Puis que tu me nuances un peu ça. C'est ça. Donc, quand on parle du programme des travailleurs agricoles saisonniers, il faut surtout regarder ce qu'on appelle l'agriculture primaire. Ce programme-là existe du fait d'accords internationaux. Donc, ce n'est pas simplement un agriculteur de l'Abitibi qui, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, va, je ne sais pas, au Mexique pour aller recruter. Non, c'est bien dans un programme spécifique entre le Canada et plusieurs pays. Il y a le Mexique, il y a la Jamaïque, il y a Trinidad et Tobago, il y a Antigua, il y a le Guatemala. Donc, il y a quand même plusieurs pays qui ont passé des accords avec le Canada. Et dans ce programme-là, ce sont les pays eux-mêmes qui choisissent, dans le cadre de ce programme-là, les travailleurs déjà là-bas, avant qu'ils n'arrivent ici. Donc, ils sont choisis par leur propre pays.
Et quand ils arrivent ici, ils sont aussi, on va dire, encadrés. Je ne veux pas dire, il y a la RATMAC comme grande organisation des travailleurs du cadre dans le cadre du PTAS. Moi, je disais souvent PETAS. Ça sonnait un peu bizarre dans les, dans les oreilles des gens. Donc, ils sont quand même pris en charge ici aussi par certaines organisations dans le cadre de ce programme-là auprès des employeurs agricoles. Oui, il arrive qu'il y ait des abus. Oui, ça arrive. Ouais. Cependant, la grande majorité des employeurs dans le cadre de ce programme-là n'abusent pas de leurs travailleurs. On entend toujours parler du train qui part pas. C'est ça. Donc, la grande majorité n'abuse pas, mais ça arrive. Et on parle d'abus, on parle de gens qui sont mis dans des baraques, puis ils ont juste un lit, puis pas de poêle, puis rien, puis pas de chauffage. Oui. On parle de situations de précarité Oui. et puis ça. d'abus. Donc, ils sont vraiment dans les fermes. Ouais. Et souvent, les fermiers ne veulent pas que les organismes communautaires comme le Carrefour viennent voir ce qui se passe là-dedans, parce que souvent, c'est pas toujours très propre. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils pensent que c'est normal, pourtant ce n'est pas normal. Donc, par souci souvent d'économie, l'employeur ne met pas les conditions décentes pour ses travailleurs. Alors, voilà, ça crée des situations comme cela. Donc, effectivement, il y a aussi le fait de ne pas souvent travailler assez, parce que c'est travail agricole. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, je suis venu pour travailler durant 8 mois, qu'il y ait 3-4 semaines où je ne ramasse pas de fraises parce que la température ne le permet pas. Enfin, je raconte n'importe quoi. Mais tu dois être payé pareil. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui apparaissent, qui, pour le travailleur, peut le mettre en difficulté lorsque l'employeur ne le traite pas comme il se devrait. Ouais. Donc, ça existe. Cependant, pour l'employé, vu qu'il est dans un programme spécifique, il n'a pas les mêmes droits, par exemple, qu'un TET normal. C'est pas quelqu'un, c'est vraiment une immigration temporaire, puis très temporaire. Très temporaire, puis il n'y a pas de volonté d'en faire des personnes permanentes, parce qu'ils viennent dans une saison pour répondre aux besoins de cette saison agricole-là. Et après, ils s'en vont. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé de la détresse que ces personnes-là vivent ici, notamment, mais quand on regarde bien, ce n'est pas la majorité, au contraire, c'est la minorité. Et j'ai beaucoup aimé un travail qu'a fait une sociologue de l'Université de Laval, Maud Arsenault, qui a quand même montré les bienfaits du travail de ce programme-là, en interrogeant justement des personnes qui venaient d'ailleurs, dont des Mexicains, qui expliquaient dans leur témoignage que grâce à ce travail-là, ils ont pu se construire des maisons chez eux. Donc, ils font le voyage depuis 10, 15, 20 ans. Et en faisant ce voyage-là, pour eux, c'est une manne financière aussi qu'ils font, parce que c'est un travail qu'ils font chaque année. Et souvent, on oublie aussi l'impact là-bas des programmes qu'on peut avoir ici. Donc, moi, de voir ça je crois que c'est dans la presse, en lisant cela, je me suis dit, il y a quand même des aspects positifs qui sont mentionnés dans les différents programmes, notamment dans ce programme-là. Mais oui, puis effectivement, c'est parce que si on est obligé d'avoir recours à ces programmes-là, c'est bien évidemment parce qu'il y a des personnes au Québec qui ne veulent pas aller travailler dans les champs parce que c'est un travail difficile. Moi aussi, je suis très content d'être assis là aujourd'hui. Tu sais, ça vient répondre à un besoin très spécifique. Puis, comme le nommait, c'est parce que ce sont des ententes avec les gouvernements. Puis même le ministère, par exemple, pour prendre un ministère de l'immigration au Guatemala, par exemple, c'est un ministère dont une des objectifs, c'est d'envoyer du monde au Canada. Et qui y voit une manière d'assurer un avenir à sa population, parce que c'est une manne financière, c'est un retour d'un PIB sur son territoire. Fait que
c'est vu quand même comme quelque chose de très positif dans ces pays-là, alors dans les pays d'origine de ces personnes-là. On en parle beaucoup, hein, mais pourtant, c'est une réalité. Ouais. Ouais. Donc là, c'est une question où tu demandes, en parlant de maltraitance, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'une personne qui subirait de l'abus en tant que travailleur temporaire, contrat fermé, on parle spécifiquement des contrats fermés, pourrait avoir pourrait sortir de son employeur s'il y avait de l'abus qui était prouvé. Mais il existe un programme qui s'appelle le programme des travailleurs vulnérables. Euh, alors, c'est un programme qui est quand même très rapide dans sa manière de gérer, mais par contre, il faut que tu prouves nécessairement que tu subis de l'abus. Donc, il y a vraiment une entièreté de documents à remplir, mais à partir du moment où tu as le sentiment que tu as de l'abus, tu peux aller à Service Québec, parce que j'en ai entendu jaser avec les gens de Service Québec qui reçoivent les travailleurs étrangers temporaires, et ils leur disent spécifiquement, si vous détectez n'importe quelle situation d'abus, situation où on vous demande de travailler plus que le nombre d'heures que vous êtes censé travailler, ou qu'on vous retire de l'argent de votre paye parce que voilà, l'employeur il paye ton loyer à la place, ce genre d'exemple-là, allez à Service Québec. Service Canada, excusez-moi, Service Canada. Et vous pouvez avoir de l'information sur comment demander un permis de travail vulnérable pour personnes vulnérables. Oui, Sonia? Oui, ils sont à Montréal. Ouais. Je pense que c'est même CTTI. C'est... Ouais. Ouais. Euh, Beaucoup de données, fait que je vais essayer de résumer ça, mais en gros, le permis de travail pour personnes vulnérables, c'est un permis de travail ouvert. Fait qu'on n'est plus associé à un employeur, on a le droit d'aller travailler pour n'importe quel type d'emploi. On est obligé de travailler, on ne peut pas faire autre chose que le travail. Mais ça permet effectivement c'est comme le disait, c'est non renouvelable et tu as nommé l'organisme le CTI, Centre des travailleurs immigrants, qui est basé à Montréal, mais vous pouvez les contacter par courriel et sinon, si vous me voyez dans les caméras, j'ai l'adresse dans mes affaires ou sinon Sonia du Carrefour là aussi, fait que contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous la donner. D'autres questions, es-tu correct? Parce que je te connais. Profites-en, il reste encore 15 minutes. C'était clair ou pas? Ils ont répondu? Alors, là, je vais te laisser continuer. Il faut quand même le dire. Si on subit une situation de vulnérabilité, il faut pouvoir le prouver. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde peut être vulnérable finalement, en le disant simplement. Hey, je travaille étranger temporaire, je travaille pour la ville me maltraite. Aïe, aïe, aïe. Je pense que j'aurais pas cette liberté de parole. Le simple fait de le dire n'est pas suffisant. Ouais. Il faut le prouver, il faut le montrer. Alors, il y a plusieurs manières de pouvoir le prouver. Hein. On va chez un médecin qui m'examine et qui dit « Ce monsieur-là, il a l'air très fatigué, je pense qu'il subit du harcèlement au travail. » Enfin, n'importe quoi. Donc, tous ces différents éléments combinés peuvent faire une preuve suffisante pour IRCC qui va étudier justement la demande. D'accord? Mais ce n'est pas simplement « je suis maltraité » et ça s'arrête là. On peut utiliser des SMS, par exemple. Ouais. Hein? Il y a plusieurs types des affidavits. Il y a plein de trucs qu'on peut essayer d'utiliser pour pouvoir prouver justement des courriels. La vulnérabilité dont
euh, dont on fait l'objet. D'accord? Mais ce n'est pas simplement déclaratif. Il faut le prouver. Le seul moyen de sortir d'un permis Non, fermé avec abus, c'est ça. c'est le permis de travail pour personnes vulnérables. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de sortir d'un permis de travail fermé? On C'est- sort de là pourquoi? On sort de là pourquoi? Preuve. Alors, si on est vulnérable, le seul moyen de sortir de là, c'est en demandant un permis de travail pour personnes vulnérables. C'est le seul moyen. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de se dire que je n'aime plus ce travail, je vais faire autre chose, là, c'est plus pareil. Je suis venu ici comme travailleur étranger temporaire informaticien. Maintenant, j'ai envie d'aller travailler à la bibliothèque. C'est plus la même chose là. L'informatique ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est classer des livres. Là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose du tout. Là, c'est une procédure qu'il faut embarquer. Il faut demander à ce que la bibliothèque fasse une EIMT, etc., 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 pour que je puisse passer d'un permis fermé à un autre permis fermé. Il est possible que deux entreprises se transmettent un EIMT et un permis de travail fermé. Ça peut être par exemple si l'entreprise décide, ben voilà, j'ai plus les moyens d'avoir cette X raison, pour X raison, mais il faut que l'autre entreprise qui va accueillir cette nouvelle personne ait elle-même prouvé qu'elle avait un besoin de main-d'œuvre et ait fait un EIMT dans une compétence spécifique, dans un travail spécifique, et que l'employé réponde à ce besoin-là. Je peux comprendre. Ben, il faut que l'employé prouve sa compétence pour aller vers ce nouvel emploi de l'autre entreprise aussi. Oui, mais l'aspect transfert de IMT, c'est quoi? Je n'ai pas l'impression que c'est un transfert de IMT, plus qu'il faut que chaque entreprise ait son propre IMT. C'est ça. Donc, c'est ça, hein? Il n'y a pas de... Il est 18h40 là. Ce n'est pas, tiens, voilà, mon IMT utilise Non. le... Non, Tu transfères le permis de travail, mais tu transfères pas. Il faut que chacune ait prouvé de son côté. Même le permis de travail, on ne le transfère pas. On ne transfère rien du tout. Je pensais que c'était un transfert. On Excuse-moi. ne transfère rien du tout. Hein? Je me tais. Mon permis de travail, si j'arrive, c'est la bibliothèque qui m'a embauché. Mon EIMT, c'est la bibliothèque. Mon permis de travail, c'est la bibliothèque. Maintenant, si la ville veut m'embaucher, il lui faut son EIMT à la ville et son permis de travail. D'accord? Donc, mon permis de travail aura soit le nom de la ville, soit le nom de La bibliothèque. La bibliothèque. Mais je ne vais pas utiliser celui de la ville pour aussi venir à la bibliothèque. Non, c'est vraiment séparé. D'où fermé, le mot fermé. C'est fermé. Hein. Non. 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 Il faut que chacune des entreprises ait fait des démarches. C'est ça. Mhm. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des répercussions, parce que c'est ça une question, est-ce qu'il y a des répercussions pour un travailleur qui couperait son contrat de permis de travail fermé avec une entreprise? Non, il n'y a pas de répercussion. OK. En fait, C'est une rupture de contrat, fait que si elle est bas salaire, ce ne sera pas cet employeur qui payera pour le billet de retour, mettons. alors, le nouvel employeur doit faire les mêmes démarches. Ouais, c'est ça, parfait. Ce sont les mêmes démarches. Donc, l'ancien employeur, par contre, s'il a payé un billet d'avion qui n'est pas remboursable, il le perd, pour le coup. Ouais. Hein, le nouvel employeur va faire la nouvelle démarche. Et il y a même des programmes où le nouvel employeur ne peut pas embaucher la personne. En fait, ne peut embaucher la personne que dans la durée de l'ancien permis. Donc, si moi j'ai un permis de 2 ans et que j'ai à travailler 1 an chez un employeur, l'autre employeur ne peut m'embaucher que le reste d'1 an. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Il peut renouveler. Après, oui. Selon le IMT. Non. Ça arrive, mais non. Non.
Non. C'est, Non. en fait, Alors, ça dépend ce qu'il a avancé comme frais. Hein. Ouais. Faut le dire quand même. Ouais, ça dépend. Là, Ouais, si c'est des frais de logement, par exemple, il y a peut-être voilà. des questionnements là-dessus. Ouais. Ça dépend quel est l'accord que vous avez eu, d'accord? Un employeur qui fait venir une personne ici comme TET bas salaire doit aider la personne à avoir un logement qui ne dépasse pas 30% de son salaire brut, d'accord? Donc, il y a souvent les employeurs qui vont louer le logement, par exemple, de l'employé et donc payer le 30% supplémentaire, ou enfin, qui vont aussi pouvoir participer. Lorsque je pars là, il me dit pas rembourse-moi. Ok? Il peut le dire si jamais ça c'est un contrat entre lui et moi qui sort complètement de la procédure d'embauche. C'est un contrat lié au logement. Oui, Pas c'est lié autre à- chose. ouais, Ça n'a ouais, rien ouais. à voir avec ses obligations dans le cadre du programme. Ouais. Là, il peut me dire, écoute, là, j'ai fait ça pour toi. C'est un peu comme si moi, je vous prêtais de l'argent et que je vous demandais de me le rembourser. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois votre employeur. C'est simplement que je vous ai prêté de l'argent et vous me rembourser. Là, c'est autre chose. Mais si c'est dans le cadre du programme, il ne doit pas utiliser le programme pour faire moyen de pression sur vous. Parce que ce sont des obligations légales de l'employeur. Ouais. Oui, éventuellement. Oui. Oui. Éventuellement. Ça, ce sera toujours, si c'est permis de travail, bas salaire, c'est toujours au nouvel employeur de retrouver un logement, parce que c'est une obligation. Mais, non, il ne peut pas. Non. Mais, si c'est un logement, vous êtes locataire. Et donc, pour vous mettre hors de son logement, il va quand même C'est le suivre droit du les travail. règles, C'est le droit du logement. on va dire, les règles communes en matière de Régie du logement, ouais. logement, c'est ça. Donc, tu ne travailles plus pour moi, donc sors du logement. Non, je suis locataire, j'ai un contrat de logement, donc il va falloir suivre les règles usuelles pour que je puisse partir. Donc, c'est pas simplement comme ça là. L'avantage, c'est que quand on parle de tout ce qui est règles d'immigration, il est important de comprendre que c'est pas parfait, mais le Canada, dans son entièreté, et le Québec en particulier, ce sont des territoires de droit, d'accord? Il y a un droit ici. Et il suffit simplement de cogner aux bonnes portes pour être protégé. Ouais. Donc, ce n'est pas le Far West. Seulement, les gens ont peur d'aller cogner, demander de l'aide. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent souvent en situation de vulnérabilité. Ouais. C'est souvent ça le problème. On a des droits en tant que locataire et on a le droit de les faire respecter. Et aussi en tant que travailleurs étrangers temporaires. Même si on est temporaire, on a des droits quand même. Ouais. Il est déjà 53, fait que je te propose qu'on aille vers une petite conclusion, puis que si après il y a d'autres personnes qui veulent parler, vous avez le droit de profiter de Christian Do jusqu'à temps qu'il décide d'aller se coucher. Pas très loin, donc. Il est pas très loin, mais il a de la route quand même demain matin, parce qu'il repart. Tu repars demain matin? C'est ça, je Ouais. repars parce que j'ai une conférence le mercredi matin. Ouais, donc, À Portneuf, c'est ça? non, à Repentigny. À Repentigny, d'accord. Petite route. Portneuf, c'est la semaine prochaine. Portneuf, c'est la semaine prochaine. Fait qu'écoute, moi je trouve, puis j'aimerais ça avoir une conclusion qui soit un peu plus large, mais je vais partir du principe que le Canada et le Québec n'existeraient pas sans immigration. Ou en tout cas, en partie, il y a beaucoup de politiques canadiennes, moi je pense au multiculturalisme, qui n'existeraient pas sans cet apport de l'immigration. Puis l'immigration fait partie de la culture, en tout cas canadienne, dans sa perception de développer le pays. Fait que, pour conclure un peu là-dessus, parce que là, il y a eu beaucoup de shifts, puis je veux pas que ça... de changement dans les dernières semaines. Je veux pas que ce soit nécessairement sur ça qu'on aille, mais ce serait quoi ta perspective de l'immigration pour les prochaines années? Oh, c'est facile. On ne peut pas, comme tu l'as dit, construire ce pays-ci, en tout cas celui-ci, sans immigration. C'est un pays d'immigration, tout comme d'ailleurs les États-Unis. D'accord? Le Canada, c'est quoi? 500, 600 ans d'histoire. Donc, c'est un nouveau continent, hein, comparé à l'Europe,
qui a à peu près 1500 ans d'histoire. Hein. Si on prend la Grèce antique, etc., c'est encore beaucoup plus loin. Oui. Donc, on va dire que ça, c'est le nouveau continent. Hein. Les premiers colons sont arrivés ici en 1608, donc c'est très Très récent. Et l'immigration, on ne pourra pas faire sans. Pourquoi? Parce que, au-delà de la question économique, beaucoup de gens prennent le balai et mettent les choses sous le paillasson. Mais il n'y a pas que la question économique, il y a aussi la question même démographique, hein, du renouvellement de la population. Aujourd'hui, depuis que les femmes au Québec se sont libérées, Révolution tranquille, 68, etc. On a un taux de natalité un peu en baisse. Un taux de natalité qui a pas mal baissé. Ouais. Je suis navré pour M. Plamondon, mais ce n'est pas l'immigration. C'est parce que les femmes décident de ce qu'elles veulent faire. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est d'avant que le Québec n'ait des compétences en matière d'immigration que ça existait déjà. Hein, société capitaliste, il y a un rythme de vie ici qui fait que souvent on ne veut pas avoir l'enfant parce que c'est compliqué. Donc, baisse de taux de natalité. Les derniers chiffres disent que c'est 1,4 enfants par femme au Québec actuellement, ce qui est très bas. Pour atteindre le taux de renouvellement, c'est 2,1 enfants par femme qu'il faudrait. Ouais. Donc, il y a plus de morts que de naissances dans ces territoires ici. Hein? Donc, la population de ces territoires-là baisse. Et selon les derniers chiffres de l'ISQ, dans les 2 prochaines années, c'est ce qui va se passer au Québec. Donc, on aura plus de décès que de naissances. Ouais. Et ce sera l'immigration qui va venir compenser le reste. Merci à vous. Merci. Donc, c'est ça aussi la réalité. On ne peut pas construire ce pays sans immigration parce que le pays en lui-même, c'est un pays d'immigrants. Ce matin à la conférence, à la question, quel est le taux d'immigrants au Québec, toute génération confondue, on a trouvé la réponse que c'était 97,3%. D'accord? Il y a seulement 2,7% de vrais Canadiens qui sont donc les autochtones. Le reste, générationnellement, ce sont des personnes immigrantes. Donc même le Québécois de souche a, pour le dire ainsi, une souche immigrante. D'accord? Donc là, rien que quand on regarde cela, l'avenir appartient à l'immigration. Cependant, il faut quand même dire qu'il y a une peur. D'accord? Il y a une peur de se faire remplacer. Hein? On a souvent parlé de ça. C'est quoi le bon immigrant, le mauvais immigrant, etc. Montréal, c'est quand même 33% d'immigration. C'est beaucoup dans la population. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc, il y a cette résistance-là. Mais, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, malgré toutes les restrictions, on ne pourra pas se passer de l'immigration. Non, on ne pourra pas. Et bien sur ce, je vais te remercier, Christian, de ta présence. C'est moi qui vous remercie. Je vais remercier la présence du public en petite quantité, mais en grande qualité. Et puis j'invite toutes les personnes qui vont voir cette vidéo à contacter la ville de Val-d'Or ou le carrefour de la Val-d'Or s'ils ont des questions sur l'immigration sur notre territoire. Je tiens à rappeler que la SQRI, Semaine québécoise des rencontres interculturelles, continue jusqu'à la fin de la semaine. Il va y avoir plusieurs activités. Je sais qu'il y a une diffusion de films à Malartic le vendredi soir. C'est le film Richelieu. Je vous invite tous à y aller. Il va y avoir aussi une activité sur les femmes. NJ, pourrais-tu me renommer le nom, s'il te plaît, et la date? Jeu multiculturel. Mercredi 15h. Et le samedi, il y a 2 activités qui se passent cette même journée. Il va y avoir un conte, une heure du conte à la bibliothèque de Val-d'Or en matinée. Et en après-midi, c'est la fameuse visite guidée de Val-d'Or, sur les origines immigrantes de Val-d'Or. On se retrouve tous en face de l'UQAT à 13h pour une petite visite. Donc voilà.
Christian Do n'aurait pas pu venir sans le soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du programme PAC, Programme d'appui aux collectivités, que je remercie chaleureusement de nous financer. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée, une bonne et agréable soirée, et merci encore, Christian, de ta présence. Merci.